Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et les débats, évidemment, comme tous les jours, avec aujourd'hui Virginie Leguet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Journaliste, Bonjour. éditorialiste politique. Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération. Bonjour. Ça existe encore, Génération ? Toujours. Toujours, sans Benoît, qui est parti pour d'autres aventures. Voilà. Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'Opinion. Bonjour. Et Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès. Et vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions L'Harmattan, Laïcité et République. Bonjour Valérie Expert. Bonjour. Qui incarne le mieux la droite ? C'est la question que IFOP Fiducial, qu'un sondage IFOP Fiducial a posé à un échantillonnage de Français. On vous donnera la réponse dans un instant. L'allègement du pass sanitaire. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il envisageait d'alléger le pass sanitaire. Donc, stratégie politique, stratégie sanitaire raisonnable. Point d'interrogation. On vous pose la question. Et puis, on pourra parler de l'annulation du contrat du siècle avec Joe Biden, en qui les Français, les Européens mettaient beaucoup d'espoir, qui n'était pas le gros méchant Trump et qui vient de faire un sale coup à la France, un deuxième sale coup après le retrait d'Afghanistan. J'espère qu'on aura le temps de traiter tous ces sujets. Tour de table de ce qui a retenu votre attention. Mathieu, coup de gueule. Alors moi, c'est effectivement un coup de gueule qui est un sujet parisien, mais qui est aussi un sujet national. Oui, parce qu'il y a plusieurs grandes villes qui sont concernées par les... Exactement, c'est le sujet de la drogue et la consommation de crack qui devient assez terrifiante à Paris. La maire de Paris a décidé au cœur de l'été d'ouvrir 4 nouvelles salles de shoot. Pour que les auditeurs comprennent bien, ce ne sont pas des salles où on traite les addictions, ce sont juste des salles d'aide à la consommation. Et il y a un dialogue de sourds qui existe aujourd'hui entre la mairie de Paris, Anne Hidalgo et les riverains. La mairie de Paris sort des chiffres de l'INSERM qui disent qu'il y a 2% de risque de moins d'overdose, 10% de risque moins d'hépatite pour les consommateurs. Et les riverains, eux, ils disent leur réalité, ce qu'ils vivent dans le 10e, ce qu'ils vivent jardin des Halles, avec des craqués, des drogués qui sont... dangereux, qui pourrissent le quotidien, qui crient, qui hurlent la nuit, qui font des descentes qui sont terribles. Or, il y a un fait nouveau, c'est que aujourd'hui, depuis une semaine, il y a une mobilisation des Parisiens contre l'installation de nouvelles salles, et notamment dans le 20e arrondissement. Et cette mobilisation des Parisiens a fini par gagner une manche. La mairie de Paris a renoncé à installer une salle de shoot à côté, à Pelleport, à côté d'une école qui devait voir le jour d'ici quelques semaines et quelques mois. Oui, mais donc, c'est insoluble parce que ces salles de shoot, de l'avis des médecins, sont utiles, effectivement, mais personne n'en veut. C'est un peu comme les prisons, personne n'en veut à côté de chez soi. Et on peut le comprendre, c'est-à-dire que on ne peut pas accepter d'avoir en bas de chez soi des gens qui se droguent, qui hurlent et qui pourrissent le quotidien tout à coup de familles, d'enfants qui vivent un enfer. Et le deuxième point qu'il faut poser, Anne Hidalgo est candidate à la mairie de Paris et candidate également, elle était candidate à la mairie de Paris, elle est candidate à l'élection présidentielle. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle veut aujourd'hui développer, si elle est élue présidente de la République, est-ce qu'elle veut développer les salles de shoot un peu partout en France ? Pendant la campagne municipale, Anne Hidalgo n'a absolument pas évoqué le fait qu'il y allait avoir de nouvelles salles de shoot. C'est quand même un point qui est important pour les habitants, de savoir s'il y aura des salles de shoot à côté de chez eux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait le débat sur la table. Est-ce que Anne Hidalgo veut qu'il y ait des salles de shoot qui soient installées un peu partout en France, là où il y a de la drogue ? Et visiblement, elle est assez fière de son concept et elle est satisfaite des résultats. Je pense que le débat doit être posé. Oui, Michel Pouzol, vous avez un avis ? Moi, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois sur cette antenne avec vous. Moi, j'ai habité 15 ans à la Goutte d'Or, qui est un quartier de Paris qui est proche, effectivement, des quartiers les plus chauds en termes de drogue. La situation était déjà catastrophique il y a 30 ans. Je vous rappelle quand même que la sécurité publique, c'est une prérogative de l'État. Et que là, on n'a rien fait, ni d'une façon ni d'une autre. On n'a pas du tout fait avancer ce problème-là, qui donc est un problème qui dure, qui est récurrent. Et je pense que tout le monde essaie de s'y attaquer à sa manière. Donc, je pense que Madame Hidalgo porte peut-être une responsabilité, mais je ne lui ferai pas porter l'ensemble du sac à dos. Et puis, il y a une vérité qui est terrifiante sur le crack, notamment.
c'est une vérité économique. C'est qu'une dose de crack, je crois, coûte à peu près 8 euros. C'est-à-dire que c'est une drogue du pauvre. C'est-à-dire que il suffit d'aller braquer 3 trucs dans une épicerie du coin ou un autoradio, le revendre pour pouvoir s'acheter une drogue. Donc ça crée automatiquement une petite délinquance. C'est-à-dire pas une petite délinquance de gens qui sont dans des états pas possibles. Et c'est vrai que c'est un problème de société qu'il faut affronter. Mais c'est une des parties du problème de la drogue, mais le crack est un problème extrêmement terrible, notamment je vis dans ce quartier, moi je le connais bien, et malheureusement je constate que ça ne s'est pas amélioré. Vous avez, moi je pense que sur ces questions, il ne faut pas bricoler. Il y a une responsabilité de la ville de Paris, de l'État. Donc la réponse apportée, c'est ces salles de shoot, mais je partage parfaitement votre avis. C'est-à-dire que quand je dis qu'il ne faut pas bricoler, il faut apporter des solutions à moyen et long terme. Et comment ? Non pas en les aidant à consommer ces crackers, mais en les accompagnant sur le moyen et long terme pour traiter leur addiction. Et c'est ça qu'on attend des pouvoirs publics. Et puis, c'est vrai que moi, je pense vraiment aux riverains, parce que j'ai été amenée, et je suis amenée professionnellement à me rendre notamment dans le 19e, mais c'est invivable pour les riverains. En plus, souvent, ces salles de shoot se situent non loin des habitations, mais aussi des écoles. Et ça, c'est un véritable problème. Virginie, donc oui, je comprends votre coup de gueule. Virginie, oui, j'ai vu, j'imagine, comme vous tous, autour de cette table, les images de ce qui se passait dans ce quartier. Non seulement, bien sûr, les drogués, mais les dealers qui viennent, parce que quand il y a des drogués, il y a des dealers. La prostitution la nuit, à laquelle se livrent les femmes sous crack et qui ont besoin absolument de gagner de l'argent, les hurlements dans les cages d'escalier, les enfants qui se sont fait agresser. Bref, j'ai vu toutes ces images. Et je note que vous avez été assez unanime à condamner Anne Hidalgo, mais je note que Jean Castex et le gouvernement d'ailleurs ne s'opposent pas fondamentalement aux salles de shoot. Il a donné l'autorisation des salles de shoot, pas à l'endroit que proposait Anne Hidalgo, mais il a donné l'autorisation. Et je note cette incroyable hypocrisie de l'exécutif qui dénonce depuis des mois les utilisateurs de hash en disant on va leur donner des amendes. Mais enfin, le trafic de drogue, ce n'est pas que le hash. C'est justement le crack, l'héroïne, la coke, et c'est ça qui rapporte énormément d'argent dans notre pays, il faut quand même le dire. Donc ce discours qui consiste à montrer du doigt les vilains consommateurs de cannabis, et en fait à laisser faire le trafic de façon générale me paraît totalement sournois. D'autant que oui, on s'attaque aux petits consommateurs ou on s'attaque aux petits dealers, mais on ne s'attaque pas aux grandes têtes de pont de tous ces réseaux. Et que là, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, les pauvres habitants... Les pauvres habitants ont effectivement eu gain de cause parce qu'on était à 8 mois d'une élection présidentielle et que ça a été leur chance dans leur malheur, mais je crains que le mouvement soit engagé et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et il y aura des salles de shoot à Paris et à chaque fois qu'il y en aura une, il y aura un problème. Mais la mairie de Paris est habituée à ne jamais concerter, elle ne le fera pas plus à l'avenir. Oui, et il faut savoir qu'il y a énormément aussi, parce que vous disiez à les accompagner, ce qu'évoquait Najwa, il y a beaucoup de mineurs migrants isolés qui sont... des gens qui vivent dans la rue, c'est très très compliqué. Le problème, c'est pas que l'addiction, c'est tout ce qui entoure cette addiction-là. Et ce que vous disiez, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un grand procès qui s'est ouvert, et on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Il y a quelques mois, ça va durer assez longtemps en Italie, pour une des plus grosses familles mafieuses italiennes, dont on estime qu'elle participe dans 85% des trafics de stupéfiants, notamment de cannabis, en Europe. Et dont on estime le chiffre d'affaires, et vous avez raison de le signaler, je crois c'est 84 milliards d'euros. Donc on voit les sommes démesurées, l'organisation qu'il y a aussi derrière ces trafics de drogue, et il faut bien entendu une volonté politique européenne là-dessus pour arriver aussi à gagner sur le terrain. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Qui incarne le mieux la droite pour vous? On parlera également de l'humour de nos confrères de France Inter ce matin qui fait beaucoup réagir à propos d'Éric Zemmour. À tout de suite.
On est ensemble sur Sud Radio et nous débattons avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération, Mathieu Schenck, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'Opinion, et Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès, et vous avez publié Laïcité et République. On va revenir sur ce sondage du FOP fiducial pour Sud Radio qui incarne le mieux la droite. On va parler de l'allègement prévisible, potentiel du pass sanitaire. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron hier. Est-ce bien raisonnable? C'est la question que lui posent certains épidémiologistes. Et puis l'annulation du contrat du siècle. On continue notre tour de table avec vous, Virginie. C'est l'ami des animaux qui parle ce matin. Oui, enfin, l'ami des animaux, ou en tout cas la spectatrice horrifiée par les images que j'ai vues, et j'imagine que beaucoup de Français l'ont vu. Ouais. Voilà, de ces dauphins qui sont massacrés dans les îles Féroé, au prétexte que c'est une tradition, parce que la viande des dauphins, qui en général est impropre à la consommation parce qu'elle est contaminée, n'est pas consommée par les habitants des îles Féroé, donc c'est une tradition. Et c'est une tradition qui est protégée par le Danemark, qui lui a des grands intérêts dans les îles Féroé, notamment l'industrie de la pêche, notamment les gisements de gaz. Je rappelle que les îles Féroé sont très riches et qu'il ne s'agit pas du tout d'endroits où la pauvreté règne, et que les rayons des supermarchés dans les îles Féroé sont abondamment garnis et parfois plus que dans certaines régions françaises. Et là aussi, ces images-là où on voyait la baie rouge de sang et les dauphins mourir dans le sang de leurs congénères étaient très impressionnantes. Et j'ai eu en mémoire le déplacement d'Emmanuel Macron qui est allé à Marseille il y a quelques jours et qui a également assisté au Congrès national de la nature, si je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là aussi, je suis toujours un peu sidérée de ce double langage où dans le fond, chaque pays protège ses intérêts au risque de ne pas beaucoup avoir de réflexes écologiques. Et le discours ne sert qu'à être un discours et à être un cache-sexe, officiel, mais chacun protège bien ses pratiques et ses intérêts. Oui, non, mais ces images, alors c'est une tradition, comme vous l'avez dit, de chasse. Alors ils sont dans des îles, donc on chasse le dauphin, mais c'est là visiblement, ça dépasse l'entendement vu le nombre de dauphins qui sont tués. C'est pas une tradition de chasse, ils sont regroupés dans une baie, ils sont massacrés, ils sont massacrés, la mer est rouge de sang. C'est un massacre absolu. Chaque année on revoit ces images, chaque année on la dénonce, et moi j'ai déjà vu ces images il y a malheureusement une quinzaine d'années, ça continue et on ne fait rien là-dessus. Alors il y a un moment donné où les traditions, il y a un certain nombre de traditions dont on peut discuter, celle-ci me semble totalement indiscutable, parce que franchement faut le voir pour le croire, c'est extrêmement choquant, et c'est en plus d'une gratuité absolue, qu'on appelle les dieux de la mer, je ne sais pas quoi là-dessus. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut que ça cesse. Alors, Michel, vous, votre coup de gueule concerne, alors moi j'avoue que j'ai découvert ce hashtag anti-2010, donc c'est un hashtag qui est apparu depuis la rentrée. De nombreux élèves nés en 2010 sont la cible d'un harcèlement qui concerne ces enfants qui rentrent en 6e pour la plupart. 40 millions de vues sur la plateforme TikTok. Exactement. Alors moi, je vous avoue que j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui parce que je ne comprends pas du tout ce qui se passe sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui me dépasse totalement. J'en arrive à la limite de ma compréhension. Comment un phénomène global, massif, de harcèlement contre eux. Le harcèlement est toujours une bêtise crasse, c'est toujours une injustice incroyable, c'est toujours une violence terrifiante, et où on cherche souvent le moindre prétexte, et là c'est encore plus surréaliste, je dirais, que les autres, s'il y a une échelle dans la bêtise, c'est simplement d'être né une telle année, donc, et donc c'est une espèce de méga bizutage ultra violent de gamins qui rentrent au collège. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'on vit
dans ce monde-là et que nos enfants vivent dans ce monde-là. J'ai pas de mots parce que ça. Oui, j'ai du mal. Et de voir comment un phénomène comme celui-là peut prendre une telle envergure et brise sans doute des enfants qui sont. C'est fragile, leur entrée en sixième, c'est un truc compliqué, on s'en rappelle tous. Voilà, j'avoue que ça me laisse pas sans voix, mais ça devrait. Vous travaillez beaucoup sur les jeunes, Mathieu Chêne, chez BVA. Exactement, et au fait, il y a un changement d'échelle qui est lié aux réseaux sociaux. Bon, le harcèlement, ça a toujours bien sûr existé. On est tous passés par l'école, la guerre des boutons qui racontait. Bon, ce qui est nouveau, c'est que avec le digital et les réseaux sociaux, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes de l'école. Absolument. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est chez lui, la nuit, le week-end, pendant les confinements, il est encore harcelé. Bien sûr. Et le deuxième effet des réseaux sociaux qui est terrible, c'est que le phénomène de meute, il est amplifié parce qu'on peut décider de se mettre à 40 contre quelqu'un sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook et détruire littéralement la réputation de quelqu'un. Et donc la personne qui se fait harceler, elle n'est pas harcelée juste par un groupe de 5-6 personnes, elle est harcelée avec 100, 200, 2000 personnes qui sont là et qui observent. Et donc, on est dans un phénomène qui atteint aujourd'hui l'insoutenable. L'insoutenable parce qu'il y a des cas de suicide de plus en plus fréquents des enfants qui se font harceler. Il y a une mobilisation, et je pense qu'il faut être transpartisan ici, il y a une mobilisation du gouvernement, une mobilisation de Brigitte Macron qui est très sensibilisée sur le sujet, et je pense que cette mobilisation, elle doit rentrer dans toutes les familles, chez tous les parents. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait contre Internet? Qu'est-ce qu'on fait contre le numérique? J'aime bien Jean-Michel Blanquer appelle à la bienveillance envers les collégiens harcelés. Je pense que c'est pas la bienveillance, je pense qu'il y a un phénomène de sanction de la part des parents, de la part de toutes les autorités face à celui qui harcèle. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut responsabiliser la personne. C'est pas parce qu'on est à distance derrière un écran que les mots qu'on envoie sont moins puissants et sont moins dévastateurs. Et c'est ça qui, avec l'écran et avec l'écran interposé, la personne qui harcèle peut avoir le sentiment finalement c'est pas si grave. C'est ça, c'est pas si grave. Lorsqu'on le reçoit en plein cœur, ça peut avoir des effets désastreux. Najwa, vous en aviez entendu parler? Oui, d'autant que moi-même, ma nièce a fait l'objet de harcèlement, donc ça me parle, c'était d'une violence inouïe, et heureusement que ma sœur faisait partie de ce groupe WhatsApp pour alerter les parents. Et on parle de responsabilité des parents, parce que c'est beau de dire, le gouvernement, d'ailleurs, vous avez raison, le gouvernement agit sur la question qui est pas simple, mais il agit. Mais il y a là encore une responsabilité des parents par rapport à leurs enfants. Je suis désolée, à un moment, il faut vérifier aussi ce que son enfant mineur fait sur les réseaux sociaux. Et donc, pour revenir à mon anecdote assez triste, c'est que ma sœur a responsabilisé les parents et a déposé plainte. Parce que on avait des parents qui prenaient ça à la légère et en gros s'en foutaient, quoi. Oui, donc quand on parle de sanctions, il faut des sanctions, il ne faut pas uniquement de la bienveillance. Non. On a une auditrice qui nous dit: mon fils sort du collège, alors il en est content, l'irrespect est énorme, la vulgarité, tout ça. Il m'a dit qu'il a trouvé les sixièmes très agressifs, irrespectueux, et il voit des jeunes avec des portables qui disent n'importe quoi sur les réseaux, et son fils dit que font les parents de laisser effectivement à des gamins en sixième des portables. Visiblement ils sont à l'école avec les portables, donc les parents ont une responsabilité. Oui, bien sûr, mais avec des parents qui ignorent aussi globalement sur quoi sont leurs enfants. Enfin, je veux dire, si vous faites un sondage sur les parents, mais il faut faire attention. Même TikTok, pardon, mais les parents ne peuvent pas ignorer. Mais les parents ne peuvent pas ignorer si leurs enfants ont ou non un portable, ont ou non un ordinateur et ont ou non accès aux réseaux sociaux. Mais ce sur quoi ils vont, mais ce sur quoi ils vont, vous n'êtes pas derrière leur épaule tout le temps. C'est ça la différence. Et puis je vais vous dire, avec le confinement, moi je vois ce qui s'est passé dans l'Essonne. Par exemple, le Conseil général de l'Essonne a donné un ordinateur portable à tous les enfants qui rentrent en sixième. Donc on va avoir une génération numérique qui auront des outils numériques, et ça la chose est faite. Et je vous garantis que c'est pas si simple. Moi mes enfants sont plus grands, mais c'est pas si simple je découvre des applications moi tous les jours qui sont déjà plébiscitées par les jeunes, et c'est pas toujours simple pour des parents d'être autant là-dessus, mais leur responsabilité est engagée, je suis d'accord. Moi je voulais simplement dire que c'est peut-être pas simple, mais qu'il y a une forme de suivisme de la part des parents dont les enfants réclament des téléphones parce que leurs copains à l'école en ont déjà un, mais les parents pourraient très bien considérer que
à partir d'un certain âge ou en dessous d'un certain âge, leurs enfants n'ont pas à avoir de téléphone. Mais je crois qu'il y a une forme de démission de la part des parents qui se dit ah oui, c'est vrai, si mon enfant est le seul à ne pas avoir de portable, il va se sentir mal vis-à-vis des autres. Donc là, il y a une responsabilité qui est très forte des parents. Mais ce qui est important aussi, ce sont eux qui offrent tout ça à leurs enfants. C'est de protéger ces enfants aussi. Quand les enfants sont harcelés, ça peut extrêmement mal finir. Et c'est d'encourager les enfants à raconter ce qui se passe. Mais surtout qu'il y a de la cybercriminalité, enfin entre guillemets, ou de la pédocriminalité qui se déroule aussi sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais apporter aussi de la nuance. C'est vrai que vous avez des parents qui s'en foutent. Hein. J'ai cité un exemple tout à l'heure. Mais il y a aussi des parents qui n'y connaissent rien à ces outils informatiques. Et on le voit. Enfin, moi, en tant qu'élu local, je le vois notamment à Ivry-Courcouronne, où vous avez des parents qui ne savent pas utiliser un ordinateur, qui ne savent pas utiliser une tablette. Donc, leurs enfants maîtrisent parfaitement ces outils, mais vous avez des parents qui sont parfois font les démarches pour leurs parents. Mais, exactement. Donc, après, je parlerai de la formation des parents qui est essentielle. Et là, vous avez des communes qui sensibilisent à ça et qui forment les parents à ces outils informatiques. Ouais. Alors, on va marquer une pause et puis on va aborder nos sujets avant le coup de cœur de à tout de suite. On est quoi, avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parlait donc de ce phénomène que moi j'ai découvert aujourd'hui, le hashtag anti-2010. Stéphane nous dit: j'utilise des applications pour contrôler ce que font les enfants. Je bloque leur téléphone, comme ça ils ne passent pas leur temps dessus. Il y a une application qui s'appelle NetNanny, nous dit-il également, pour pouvoir bloquer. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué, et puis qu'il y a une responsabilité aussi dans les écoles. On va continuer à débattre, on va parler de l'allègement du pass sanitaire annoncé par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une annonce politique? Est-ce que c'est une annonce sanitaire? On en parle avec vous. Najwa, on vous a pas entendu votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule concerne l'orchestre classique English Touring Opera, qui a décidé de se séparer de ses 14 musiciens blancs. Alors oui, j'ai dit blancs. Dont certains font partie de l'ensemble depuis plus de 20 ans. Donc c'est une décision lamentable. D'ailleurs, j'ai lu ça dans un article de chez vos confrères du Figaro. Absolument. Et moi, ce que je pense de cette actualité, qui peut aussi nous toucher, parce que quand on voit les mouvements indigénistes qui portent aussi ce type de discours, ces discours racialistes, eh bien, j'estime qu'à vouloir lutter contre les discriminations, on crée et on justifie des injustices et d'autres discriminations qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, je reviens sur cette orchestre. Plutôt que de virer ces musiciens talentueux à qui on reproche, bien sûr, leur couleur de peau, puisque j'y ai insisté, il aurait mieux valu analyser de manière concrète si, à compétences égales, combien de candidats représentant une minorité ethnique sont retenus pour faire partie de cet orchestre. Mais ce travail-là n'a pas été fait. Au moins, ça aurait eu le mérite d'évaluer s'il y a réellement une discrimination ou non. Et là, je reprendrai, comme le disait très justement la violoniste professionnelle Zhang Zhang, dans cette interview du Figaro. J'ouvre les guillemets. Il ne viendrait à l'idée de personne qu'un club de foot ou d'un autre sport sélectionne ses athlètes en fonction de ses critères ethniques et non sur leur performance uniquement. Alors pourquoi devrait-on l'accepter pour les arts musicaux? Et bien là, j'estime que tout est dit. Vous avez raison, c'est un article qui est à lire dans le Figaro. Enfin, c'est un éditorial de Zhang Zhang, une interview où elle raconte cela. Alors, autre question qu'on peut se poser sur le deux poids deux mesures, ce sont les humoristes de la radio France Inter qui hier, donc Charline Vanhoenacker, l'une d'entre elles, a dessiné une moustache d'Hitler sur Éric Zemmour et caricaturé le Z qui est sur ses affiches en écrivant Zob. Donc c'est censé être de l'humour, sauf qu'il y a eu énormément de réactions ce matin sur les réseaux sociaux. Qui s'interrogeait de savoir si déjà le jour de Kippour c'était une chose intelligente de faire cela. Ensuite, sur quelqu'un qui est de confession juive. Alors, est-ce que c'est de la liberté d'expression? Est-ce que l'humour, quand on dit qu'on est Charlie, on accepte beaucoup de choses? Là, c'est quoi? C'est juste stupide, Mathieu Cheng? Oui, non, moi je pense que la principale difficulté, on en parlait, c'est que c'est pas drôle. C'est-à-dire que ça aurait été drôle, ça aurait d'une certaine manière suscité l'adhésion, même si qu'on défende ou qu'on défende pas
Zemmour. Là, le principal défaut qu'on peut reprocher à une humoriste, c'est de pas être drôle. Ouais. Bon, c'est QFD, et donc c'est pour ça que du coup, il y a eu aussi un torrent de commentaires négatifs. Ouais. Oui, je vais voir les photos. Effectivement, moi j'aime bien rire de tout et pas avec n'importe qui, mais vraiment de tout, et j'ai pas de barrière là-dessus. Là, effectivement, c'est pauvre intellectuellement, en tout cas comme humour, très pauvre. Zob. Enfin, moi, je veux bien. Je faisais ça peut-être en CM2, mais pas après. Et après, le fait que Zemmour soit en train de pulvériser toutes les limites de l'entendable dans son discours, ne justifie pas qu'on se mette à son niveau. Pour lui répondre. Enfin, moi, je suis désolé, je veux répondre à Zemmour sur des idées, sur des faits, et si on fait de l'humour, qu'on en fasse, qu'il nous fasse rire, rions à ses dépens, mais là, c'est pas drôle, quoi. Enfin, c'est juste... ouais. Après... Ça va un petit peu au-delà, parce qu'il y a quand même la dimension confessionnelle qui n'est pas neutre. Moi, je rentrerai pas là-dedans. Ouais. Je reprends ce qui vient d'être dit. À un moment donné, il y a un universalisme qu'on doit défendre. Et je ne regarderai pas les gens en fonction de leur ADN, en fonction de leur origine ou de leur religion. Sauf que là, c'est... Oui, mais je pense pas que ça ait été fait sciemment. Je pense pas que ce soit là-dessus qu'il faille aller, parce que c'est nourrir aussi une lecture racialiste que, à juste titre, vient d'être combattue. Et donc, je pense que un humoriste qui fait mal son travail, il est condamné juste pour ça, parce qu'il n'est pas drôle. Alors, Virginie ? Oui, moi je regrette que Charline Vanhoenacker, qui peut être drôle, se réduise elle-même à cette pauvre blague potache d'un niveau franchement zéro, qui n'amuse personne. Si elle a vraiment des choses à dire à propos des déclarations d'Éric Zemmour, mais qu'elle s'attaque au fond et qu'elle ne se contente pas d'esquiver la réalité des questions soulevées par Zemmour, par cette chose qui n'apporte rien au débat. Je le redis, les commentateurs et les humoristes ont le droit d'avoir des positions claires sur l'objet politique, et ont le devoir même de ne pas juste se contenter de faire des blagues à deux balles, pour ne pas dire plus, qui ne font que abaisser le débat. Et Charline Vanhoenacker aurait gagné à prendre un peu plus de hauteur, quitte à être frontale, quitte à être nette. Elle travaille dans une radio, France Inter pour ne pas la nommer, qui ne cache pas ses opinions politiques. Elle pourrait ne pas les cacher et ne pas en profiter pour juste détourner la question. Les questions que pose Éric Zemmour sont suffisamment graves et sérieuses pour que même, et y compris les humoristes, y répondent réellement. Bien sûr. Ouais. Alors que la une de Charlie Hebdo a pour le coup remporté pas mal de succès. On voit Éric Zemmour habillé en imam, un prophète pour la France, voté Abdelkader Zemmour. Donc pour se moquer de l'histoire des prénoms. Mais là, c'est plutôt drôle. Ça fait sourire, on peut se moquer, c'est pas la question. Mais là, c'est le degré zéro, on dirait effectivement des blagues de quatrième, quoi. Des blagues de caramba. Il y a quand même un truc qui... Alors, je veux pas faire de théorie là-dessus, mais j'ai souvent noté que l'humour belge, notamment dans les médias, était très différent du nôtre. Non, mais était beaucoup plus, je dirais, premier degré parfois. Donc peut-être que, voilà, allez, on va dire que c'est une erreur culturelle, peut-être. Ouais, c'est une erreur culturelle, on va dire ça comme cela. Pardon, on va passer à notre premier débat. On passe pas mal de temps, mais c'est sympathique. Ça fait comme dans une réunion de copains qui disent qu'est-ce que tu as retenu. Donc on se retrouve dans un instant. Qui incarne le mieux la droite et puis la levée du pass sanitaire? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une annonce politique? On y revient dans un instant. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors c'est un sondage IFOP, c'est une balise IFOP pour Sud Radio. Qui incarne le mieux la droite selon les Français? C'est une question qui a donc été posée à un panel représentatif. Et en tête arrive Xavier Bertrand avec 54% des voix, puis Valérie Pécresse, et à égalité à la troisième position Michel Barnier, Emmanuel Macron 45%. Marine Le Pen, 44%, Éric Zemmour, 37%. Mathieu Schenck, vous qui êtes spécialiste de l'opinion. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est d'abord effectivement qu'aujourd'hui, il y a
même si elle ne se dégage pas de façon impressionnante, un candidat, Xavier Bertrand, qui néanmoins, aux yeux des Français et aux yeux, ce qui est encore plus important, c'est dans l'étude que vous nous avez montrée, c'est aux yeux des sympathisants républicains, Xavier Bertrand qui semble en tout cas remporter une adhésion comme un candidat représentatif des valeurs de la droite. Cette étude-là, il faut la mettre en parallèle avec une étude précédente de la semaine dernière, réalisée par nos confrères de l'IFOP, qui témoignait de la même façon que sur des critères clés qui représentent le mieux la France à l'étranger, qui pourrait le mieux gérer la crise sanitaire, qui pourra demain gérer le mieux le pays économiquement, qui également sur la question d'immigration et de sécurité vous semble le plus à même de conduire le pays. C'était également Xavier Bertrand qui, aux yeux des sympathisants républicains, incarnait le mieux l'avenir de la droite devant Valérie Pécresse notamment. Donc ça, ce sont des premiers capteurs qui sont importants. On sait que les républicains vont mener leur propre enquête, mais qui devrait converger avec les chiffres qu'on a là et qui va aider à aiguiller pour savoir s'il y aura une primaire ou pas une primaire. Ensuite, il y a un deuxième élément. Alors, pour être totalement transparent, je connais un petit peu Xavier Bertrand et donc il ne faut pas que ça pollue la perception. Mais ce qui est important, je pense, au fond, c'est de savoir quel est le candidat de droite qui va être capable de réconcilier les Français des classes populaires, des classes moyennes et des classes supérieures. Il n'y a plus aujourd'hui de parti politique qui est capable de réconcilier les différentes France. Aujourd'hui, il y a la France d'Emmanuel Macron qui est la France des gens qui vont bien et la France des ouvriers employés, des France, une France qui glisse et qui souffre. Et je pense que c'est terrible pour notre pays parce que quand il n'y a pas de consensus et que lorsqu'il y a des Frances qui s'opposent, on ne peut pas réformer un pays. On l'a vu sur les dernières réformes qui ont été tentées par le gouvernement. Et donc, il faut des hommes politiques qui soient des traits d'union entre les Frances, entre la France qui va bien et qui ne va pas. Aujourd'hui, le Parti socialiste va essayer, avec Anne Hidalgo, d'avoir une candidature de trait d'union. Je pense que le vrai défi pour la droite, aujourd'hui, c'est de se dire quel est le meilleur candidat entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui va réconcilier des Frances qui aujourd'hui sont antagonistes. En tout cas, c'est ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour dans ce sondage, ni même tout à fait Emmanuel Macron arrive à égalité en troisième position. Michel ? Oui, moi je pense qu'il faut rappeler un petit détail qu'on zappe tout le temps sur la dernière élection présidentielle. Si François Fillon n'a pas ses affaires financières, il est élu président de la République et c'est pas du tout Macron qui prend le pouvoir. Et donc le paysage politique ne réécrivons pas l'histoire. Non, mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Les sondages étaient. Bien sûr que si. C'est une. Bon, bref. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la droite continue à exister dans ce pays de manière forte. La droite politique, qu'on l'a enterrée un peu vite avec l'affaire Fillon. Ça, c'est une réalité. Qu'on a cru que Macron la remplacerait. Ce n'est pas le cas. Elle résiste. Il faut bien le reconnaître. Voilà. Moi, c'est pas ma conception ni mon parti, donc je vais pas les défendre. Mais cette réalité-là, elle existe en France et effectivement, suivant le choix que va faire la droite, l'élection présidentielle à venir n'est certainement pas écrite. Non, c'est ce que tout le monde dit. Je parle pas d'à gauche, on en parlera plus tard. C'est une balise, donc c'est vraiment une photo, encore une fois, à l'instant T. Mais pour l'instant, en tout cas, Xavier Bertrand fait un parcours, je trouve, personnellement, vu de loin, vu de l'autre berge de la politique, sans trop d'erreurs. Donc ça confirme ce que dit Mathieu Schenck sur ce trait d'union, puisque Michel est quand même plutôt à gauche, donc vous avez même très à gauche, vous n'avez pas de rejet vis-à-vis de lui comme vous pourriez l'avoir sur. Je ne voterai pas pour lui, je vous rassure, Valérie. Non, il n'y a aucune chance. Mais dans le parcours politique pour l'instant, je trouve qu'il ne fait pas des erreurs qui surcriveraient des clivages qui existent déjà. Moi, je peux partager votre constat. Pourquoi ? Parce que la droite républicaine, elle continue, comme vous dites, à exister. Et on l'a vu, en effet, vous parlez du passé. Mais François Fillon, quand il a eu ces graves problèmes, où cette campagne s'est quand même très très mal passée, il n'en demeure pas moins qu'il a un socle de 20%, un peu plus même. Et donc vous avez des gens qui voteront toujours LR. Il y a ce socle-là qui est bien présent. Et c'est pour ça que du côté de la majorité présidentielle, dont je fais partie, eh bien, il ne faut pas crier trop vite victoire. Parce que vous avez un Xavier Bertrand qui, lui, n'est pas embourbé dans une primaire.
parce que les candidats de la primaire, donc Valérie Pécresse, Ciotti, ils ont les yeux rivés sur cette primaire, ce qui du fait les déconnecte des réalités quotidiennes des Français, donc qui portent pas un discours politique pour le moment avec des propositions. Et à côté de ça, vous avez un Xavier Bertrand, conforté par les sondages, qui déroule ses propositions. Donc là, on l'a entendu par rapport à la sécurité. Débarrassé de Wauquiez. Exactement, débarrassé oui, très juste, débarrassé de Wauquiez, donc qui déroule ses propositions sur la sécurité. Il en a d'ailleurs profité lors de son dernier déplacement, dernier déplacement d'Emmanuel Macron pour critiquer la politique du président dans ce domaine-là. Donc vous avez un Xavier Bertrand qui continue son petit bonhomme de chemin, d'ailleurs qui ne souhaite pas, il sait très bien que pour gagner il faut fédérer aussi sa famille, c'est ce que faisait Mitterrand, et donc qui aussi tend la main aux candidats des primaires de son camp et de son parti. Virginie Leguet. Oui, je vois bien ces sondages et ces études d'opinion qui disent que Xavier Bertrand incarnerait mieux la droite que les autres éventuels candidats de LR. Il ne reste pas moins que la droite se retrouve avec un processus largement lent, largement retardataire par rapport aux autres formations politiques, et que Xavier Bertrand, certes, qui a des qualités, qui est peut-être à une image moins parisienne que Valérie Pécresse, et qui affirme ne pas vouloir participer à la primaire, met LR dans une situation quasiment impossible. Parce que si réellement Xavier Bertrand se détache, il n'est pas dit que LR renonce à faire une primaire et dise finalement... Bon, nous nous rendons à l'évidence, Xavier Bertrand sera notre candidat, mais il y a là aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que la droite LR soutiendrait un candidat qui a claqué la porte de son parti il y a quelques années. Même chose pour Valérie Pécresse. Et ça dit quelque chose de la difficulté de ce mouvement à trouver des personnalités dans son rang, qui seront restées dans son rang et qui aujourd'hui s'imposent. Et moi, je suis très frappée de voir que LR était dans un état de sidération après la campagne présidentielle de 2017 et se retrouve en 2021 dans le même état de désolation, de sidération et de non-préparation de cette élection qui a lieu dans 8 mois. Et à une époque où jamais la France n'a été aussi à droite, LR pourrait rater le coche une fois de plus parce qu'elle n'aura pas suffisamment travaillé pendant ce quinquennat à préparer la relève, un nouveau candidat ou une nouvelle candidate et surtout un processus de désignation plus rapide. Parce que tout le temps qu'elle perd là, les autres le prennent pour s'inscrire dans le débat, pour faire passer leurs idées. Et les autres candidats de la droite sont empêtrés dans cette désignation qui n'en finit pas. Mais moi, je m'interroge sur cette balise, encore une fois, IFOP pour Sud Radio. Xavier Bertrand représente le mieux la droite, plus que Valérie Pécresse, plus que Michel Barnier. Alors, aux yeux des Français, oui, et aux yeux des sympathisants républicains. Ouais. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'il y a une partie des républicains qui a une fibre populaire, territoriale, ce que a cherché à incarner Xavier Bertrand, qui est quand même élu des Hauts-de-France, qui n'est pas issu non plus d'une caste, alors là je parle aux yeux des Français, qui du coup incarne peut-être un républicain populaire susceptible de mieux représenter une France périphérique ou rurale que Valérie Pécresse. Et je pense que c'est cet élément-là qui peut jouer. Ensuite, sur d'autres éléments tels que la sécurité, je pense que l'un comme l'autre, finalement, ont aujourd'hui un discours et des propositions qui se ressemblent globalement. Oui, qui se ressemblent, mais non, Najwa. Au contraire, je pense que le fond idéologique est le même, puis les propositions faites sur les différentes thématiques, il n'y a pas de divergence entre un Xavier Bertrand et une Valérie Pécresse. Mais c'est vrai que je crois fondamentalement à la réalité d'une droite qui s'intéresse au volet social aussi. Xavier Bertrand incarne cela. Et puis ancré dans les territoires. Ça, c'est très juste. Dernier élément, moi je pense, Virginie parlait du rôle du parti. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que il est dur de se passer d'un parti politique pour faire une campagne. Hidalgo passe par le PS.
de la même manière que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand vont essayer d'avoir l'onction des Républicains, mais en même temps, il ne faut pas être prisonnier du parti. Exactement. Et on voit encore aujourd'hui, Anne Hidalgo, ce week-end, ne va pas aller au congrès du Parti socialiste parce qu'elle veut être à la fois la candidate soutenue par, mais une candidate qui dépasse de loin les partis politiques dont on sait à quel point les Français en ont une détestation. Et que si elle y allait, elle rentrerait dans le jeu de ceux qui demandent au Parti socialiste une primaire. Donc il y a cette double notion. Mais moi je pense que l'élément qui peut jouer aussi en faveur de Xavier Bertrand, moi je ne veux pas jouer des oracles, hein, mais c'est que la droite a quand même une faculté à se déchirer de manière extrêmement violente et parfois on n'a rien, la gauche n'a rien à leur envier, mais à retrouver une unité de façade quand le moment de l'épreuve arrive. Donc on va voir comment ça va se faire. Je pense que Mme Valérie Pécresse n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Elle est aussi en campagne. On le voit bien à la région Île-de-France. Oui, mais c'était intéressant de voir aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, l'élection n'est pas encore faite et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises d'ici là. Il y a malgré tout, un abaissement fantastique de ce parti qui s'est succédé au pouvoir avec la gauche jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron de façon ininterrompue. Et on voyait quand même à chaque campagne présidentielle, soit la gauche, soit la droite élue, mais des candidats assez naturellement s'imposer. Et là, on voit que les deux candidats qui aujourd'hui font la petite course, parce que pour l'instant c'est une petite course en tête, sont des candidats qui ne font plus partie de ce parti. Absolument. Donc il y a quelque chose d'extrêmement... En revanche, moi, je suis abaissant de la part de la droite, qui a été un des très grands partis de la Ve République. Oui. Non, en revanche, je suis juste une petite nuance. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ils sont pas issus du rang des Républicains. En revanche, l'idée d'un candidat naturel qui s'imposerait, ça n'a pas été le cas entre Chirac et Balladur. Ça n'a pas été le cas non plus entre Sarkozy et Villepin. Hein. On s'en souvient. Absolument. Ça a été des luttes en 2005, 2006, à un moment donné où il y avait plein de gens qui, au sein de la droite, ne voulaient pas. On l'oublie assez vite. Oui, ils ne voulaient pas de Sarkozy, considéraient qu'il n'avait pas la stature, pas la hauteur. Et donc, ils avaient essayé de placer Villepin et la lutte a été féroce jusqu'en 2006. Allez, on marque mais Villepin ne s'est pas présenté. Oui. Mais Villepin ne s'est pas présenté, effectivement. On marque une toute petite pause. On va parler du pass sanitaire. Bientôt l'allègement du pass sanitaire. Malgré la rentrée, le président de la République donc, a promis de réfléchir à relâcher les restrictions, à commencer par l'application du pass sanitaire. On en parle avec vous à tout de suite sur Sud Radio. Le président de la République commence à agiter la promesse d'un relâchement des restrictions, dont la plus emblématique évidemment de cette période, le pass sanitaire exigé dans de nombreux endroits. Le président de la République estime qu'il va peut-être, vu les résultats pour l'instant, qu'il serait possible qu'on anticipe même la fin du pass sanitaire. Alors est-ce que c'est une décision purement symbolique et politique surtout enfin une annonce, parce que la décision n'a pas été prise. Effectivement, vous le disiez hors antenne, Michel Pouzol, c'est un peu dur en même temps. Dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, on pourra se permettre sur les territoires où le virus circule le moins de lever certaines conditions. Donc c'est du vent, non ? Oui, c'est du vent, en même temps. Il dit un peu, chacun peut aller piocher ce qu'il veut entendre. Ouais. Des gens qui disent que pour l'instant c'est maintenu, des gens qui espèrent que ce sera levé. Après, le vrai point, c'est que le niveau de vaccination aujourd'hui, par tranche d'âge, il atteint entre 80 et 90%. On est chez les 12-18 ans un peu plus bas, on est à 2/3 de vaccinés. Mais donc, à un moment donné, on va arriver à un niveau où, je ne dis pas l'ensemble de la population en âge d'être vaccinée, mais entre 80 et 90% de la population sera vaccinée. Ouais. Or, le pass sanitaire, l'un de ses objectifs... Ça a été d'amener beaucoup de gens à se faire vacciner. Exactement. C'est un pass d'incitation pour les gens qui veulent revivre normalement et de se dire, si le passage obligé et la vaccination, je vais le faire. Cet effet-là, il va être diminué. Alors, je vois beaucoup d'épidémiologistes qui s'interrogent sur cette déclaration en disant, avec l'hiver, en principe, le virus reprend un peu de virulence. Et puis, écoutez, c'était dans le zapping ce matin, ce qui se passe en Italie.
partir donc du 15 octobre prochain, dans un mois, tous les travailleurs italiens du privé, du public, les employés, les indépendants, bref, tout le monde devra arriver avec son passe sanitaire à son lieu de travail tous les matins. Pour ceux qui ne respecteront pas cette mesure, les sanctions sont même très sévères, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 €. Et si le travailleur se présente sans son passe sanitaire, il ne sera pas licencié, mais en revanche, il pourra être renvoyé, suspendu sans rémunération. Alors, quand on parle de dictature en France, l'Italie, c'est costaud. Hein, et je vois un médecin qui dit parce qu'Olivier Véran a tempéré les promesses du président de la République, et ce médecin dit la gestion sanitaire, ce n'est pas des promesses de campagne politique sans lendemain qui n'engagent que ceux qui y croient. Non, pour revenir à l'Italie, il faut rappeler que l'Italie a été très durement frappée par la crise du Covid, plus que nous et plus violemment au départ. Hein. D'ailleurs, les confinements étaient beaucoup plus stricts encore au départ de la crise, donc on peut comprendre cette réaction-là. Le problème, c'est que de la déclaration du président de la République, c'est qu'effectivement tout le monde aimerait sortir de cette idée du pass. Donc la question, c'est une annonce politique. Et du clivage un peu absurde qui est en train de se créer dans ce pays, parce que moi je suis favorable au pass sanitaire. Il faut réduire au maximum la circulation de ce virus par tous les moyens. La vaccination en est un, le pass en est sans doute un, c'est peut-être pas formidable, mais c'est comme ça. Le masque, les gestes barrières, donc il faut le faire parce que si on veut s'assurer d'un hiver plus, en espérant qu'il soit plus tranquille, c'est une obligation. Là où je trouve le président un peu, la déclaration du président un peu plus embêtante, c'est que on voit bien que c'est une déclaration électorale. Je vais être le porteur des bonnes nouvelles. Ça va être ça pendant quelques mois. J'écoutais plein de bonnes nouvelles pour les travailleurs indépendants qui vont pouvoir toucher enfin le chômage, le chèque énergie, voilà. Donc on a bien compris qu'on est rentré dans ce processus-là. Or là, le sujet est un peu trop grave pour ça, et on en revient à ce qui a été marquant dans cette communication depuis le début de la crise. Je ne parle pas de la gestion, parce que ça, on pourra en discuter longtemps avec des spécialistes, mais c'est la communication catastrophique qui a chaque fois accompagné, on l'a dit plusieurs fois ici, qui a accompagné chaque phase de cette pandémie. Là, on ne peut pas dire aux gens, bon, c'est bientôt, mais c'est pas dans les 3 semaines qui viennent. Donc ça veut dire quoi? Rien. Dans ce cas-là, je pense qu'on ferait mieux de prendre... Virginie, pas de conseil à lui donner, mais prendre un tout petit peu de hauteur pour rester à la dimension qui doit être la sienne dans la crise. Mais bon, c'est... Virginie, vous êtes étonnée par cette déclaration? Elle est assez conforme à la façon de s'exprimer d'Emmanuel Macron, qui un jour dit une chose, un autre jour dit une autre chose en fonction de l'attente de son interlocuteur. Emmanuel Macron veut plaire, et on l'a très souvent entendu adopter des positions très contradictoires sur le même sujet, selon le public auquel il s'adressait. Il n'a pas échappé à cette règle-là. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, il disait que le pass sanitaire pourrait être prolongé, et il le disait quelques heures avant une des manifestations du samedi des antivax, qui était une maladresse, un signe, parce que ça donnait aux antivax un argument de l'eau à leur moulin, parce qu'eux, ils ne cessent de dire que ce qui est provisoire va devenir définitif. Donc Emmanuel disait ça, Macron disait ça il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il dit ça pourrait ne pas venir si tard, ce qui ne veut strictement rien dire, et ce qui laisse ouvert effectivement un certain nombre d'allègements dans le temps, ce qui pourrait fort bien arriver. Mais moi, j'entends les épidémiologistes dire aujourd'hui, il fait beau, les gens sont dehors, les gens ne sont pas encore chez eux, il ne fait pas froid. Mais attendons la vraie rentrée, c'est-à-dire la rentrée du climat, l'automne, quand tout le monde sera à l'intérieur. Et puis, on n'a pas encore 15 jours de rentrée scolaire. On sait qu'il y a une dizaine de jours d'incubation du virus. On n'a pas encore tiré l'enseignement de la rentrée. Et il fait encore très beau. Il fait encore très beau. Non, mais la chose positive, c'est que le virus circule moins, c'est vrai. Sauf qu'il n'en demeure pas moins que l'épidémie est toujours là, et en plus elle n'est pas prête de s'arrêter pour l'instant. Quand on voit les autres pays voisins, vous avez un Boris Johnson quand même qui en Grande-Bretagne vous annonce plusieurs options avec l'arrivée de l'hiver et un confinement. Donc tout ça pour dire que cette épidémie nous réserve encore peut-être des surprises. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement vigilant. D'ailleurs, je rappelle que le Parlement se prononcera le 15
15 novembre sur la prolongation ou non de ce pass sanitaire. C'est une loi. Oui, voilà, c'est une loi. C'est pas une décision. Non, c'est pas une décision qui vient du président. Oui, c'est une loi. Et puis là, en fonction du contexte sanitaire, le Parlement décidera d'étendre, enfin pas d'étendre, de prolonger, excusez-moi, de prolonger le pass sanitaire ou non. Et on l'espère tous que ce pass sanitaire, on l'utilisera plus. Mais bon, pour le moment, ce ne sont que des espoirs. Moi, je reviendrai juste sur ce que disaient Michel et Virginie, qui, je pense, est l'enseignement le plus important de ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, c'est que la parole qui doit être exprimée doit être hyper claire. Et ça vaut pour tout le monde. Ça veut dire qu'un président, il n'est pas là pour dire peut-être, peut-être pas, mais il est là pour annoncer des choses, des actes. Ça veut dire qu'il doit y avoir un nombre de porte-parole au sein du gouvernement extrêmement limité. Ça veut dire que nous, commentateurs, on a aussi un devoir pour, sur certains sujets, dire on ne sait pas, ne pas s'exprimer à tort et à travers. Et il y a aussi une responsabilité au sein de la communauté scientifique pour avoir un nombre d'experts limités qui connaissent véritablement leur sujet. Et je pense que l'inquiétude a été une inquiétude pendant 1 an et demi liée à la maladie, mais aussi au torrent de commentaires et de propos qui ont induit un risque terrible de psychologique et une inquiétude psychologique terrible. Et on est tous potentiellement autour de cette table commentateur dans un devoir de responsabilité également. Ce qui a fait naître une énorme défiance de la part des gens par rapport à la parole donnée, que ce soit la parole scientifique, du politique ou du journaliste. La défiance, elle est venue de cette espèce de cacophonie permanente et de cette contradiction qui allait du jour. Mais ce qui est fou, c'est quand on voit continuer à circuler des fake news. Pourquoi ? Je voudrais comprendre pourquoi cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, dit renseignez-vous, les vaccinants sont aussi nombreux que les autres en réa, mensonges de masse, Martinique, blocage du stock d'oxygène. Je connais des médecins qui sont allés en Martinique, ce qu'ils vous racontent, ça dépasse l'entendement. Et c'est faux de dire ça. Donc Nad, je ne sais pas pourquoi... comment on peut croire ce genre de choses quand l'évidence est que la majorité des gens en réa ne sont pas vaccinés. Oui, Virginie. Oui, exactement. 90% de ceux qui sont en réa ne sont pas vaccinés. Et ceux qui sont vaccinés et en réa, c'est ceux qui souffrent de comorbidités. Et les auditeurs qui ne le croient pas peuvent aller vérifier tous les chiffres que donnent les hôpitaux, y compris chaque hôpital a ses propres chiffres. Donc il y a un moment, il faut juste se rendre devant l'évidence. Les chiffres sont là. Quand on est vacciné, doublement vacciné, on ne va pas en réanimation, sauf si on a déjà soi-même des cas de comorbidité. C'est un fait. Je veux bien que ça déplaise aux antivax, mais c'est un fait. Et si aujourd'hui les chiffres sont meilleurs, c'est parce qu'effectivement, l'instauration du pass sanitaire a dopé la vaccination et en cela, Emmanuel Macron a joué, disons, de façon assez habile parce qu'il a évité de rendre la vaccination obligatoire, mais finalement, il a contraint des gens qui étaient un peu réticents à se faire vacciner sous prétexte qu'ils voulaient eux-mêmes avoir un été tranquille. Donc ça, c'est un pari gagnant. Mais pour autant que les gens qui ne veulent pas se rendre à l'évidence aillent vérifier par eux-mêmes et ne regardent pas toujours les avis qui vont dans leur sens, les gens qui sont à l'hôpital sont des non-vaccinés. Alors, pardon à tous ceux qui vont m'insulter, c'est la stricte vérité. Oui, je réponds à des auditeurs qui me disent ne parlez pas aux médecins de plateau. Je ne parle pas aux médecins de plateau, je parle à des réanimateurs en province qui ne passent pas à la télévision, qui vous donnent des chiffres et qui vous racontent leur quotidien. Suivez cette femme de Montpellier sur Twitter qui raconte sa réalité, qui raconte son quotidien. C'est pas des fake news. Je veux dire, les fake news, c'est l'inverse. Les gens qui sont en réa, moi, il m'envoie régulièrement des mises à jour des gens qui rentrent. Hier, il avait un homme de 37 ans sans aucune comorbidité qui est... Alors, je ne sais pas, je pense qu'on convaincra personne, mais les gens qui sont en réa aujourd'hui ont, comme l'a dit Virginie, des comorbidités. Oui, mais comme le disait en effet Virginie Leguet, les données sont là. Il faut rester pragmatique. Santé publique France donne régulièrement des chiffres
chiffres concernant ceux qui vont en réa, ceux qui développent les formes graves. Et la réalité, c'est que le vaccin évite les formes graves, évite d'aller en réanimation. Exactement. Certes, le vaccin ne suffit pas. Vous le rappeliez, il Bien faut sûr. aussi continuer les gestes barrières, bien sûr. mais restons pragmatiques. En plus, les données existent. Ouais. Les données existent. On ne se fie pas qu'aux médecins de plateau. D'ailleurs, les médecins de plateau qui sont aussi, qui connaissent aussi la réalité de ce qui se passe dans leurs hôpitaux. Et je crois qu'on peut dire à nos auditeurs aussi de boycotter définitivement et d'arrêter de lire François sur les réseaux, parce que c'est vraiment une plateforme qui... Ce n'est plus le journal, c'est plus le même C'est plus le journal. journal. Non, mais c'est- vous voyez mais qui est quand même le niveau du la débat, tête la d'une brune, donc fiction. c'est toi qui le se tait, c'est une macroniste. Ah bah bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est Après- devenu une opinion politique. Voilà. Oui, après, il y a un élément qui est connu, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on est convaincu de quelque chose, on va On aller ne lit plus que ce aussi. qui va dans son sens. Exactement. Et du coup, les propos que nous pouvons tenir, immédiatement, ils sont disqualifiés parce qu'au fait, ils sont antinomiques avec ce que la personne pense. Donc je pense qu'on a abouti à un moment où on ne peut plus convaincre les gens qui sont anti-vax. Oui, mais moi, je vous rassure, c'est une minorité. Voilà. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Très bon week-end sur Sud Radio à tous nos auditeurs. À lundi.